Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Serial Thinker où on va faire cette fois-ci de la philosophie de l'histoire. On va parler d'esclavage, mais aussi du philosophe Karl Marx qui va nous donner quelques outils, quelques concepts pour comprendre le succès du mouvement abolitionniste. Il faut savoir qu'il y a environ 2 siècles, le monde entier était esclavagiste. Les Africains eux-mêmes étaient esclavagistes. Les Arabes étaient esclavagistes, les Européens évidemment, les Américains et probablement l'immense majorité des civilisations humaines. Mais soudainement, et en très peu de temps, en quelques dizaines d'années seulement, une politique internationale de répression de la traite négrière et de l'esclavage voit le jour dans toute l'Europe et en Amérique au XIXe siècle, avec à sa disposition une flotte entière de navires de guerre destinés à réprimer sévèrement les bateaux négriers qui contreviendraient à cette nouvelle politique. Vous avez la Royal Navy britannique, qui jusque-là protégeait les bateaux négriers pour que tout se passe bien au calme, se transforme du jour au lendemain en flotte de combat contre ces mêmes bateaux. Le Parlement britannique fait passer des lois qui autorisent la Royal Navy à couler des bateaux négriers portugais. On estime même qu'au milieu du XIXe siècle, un quart de la Royal Navy est consacré à cette tâche. Imaginez un peu. C'est comme si le Yémen, du jour au lendemain, se mettait à constituer une armée qui veillerait à faire respecter le droit des femmes. Ou encore la Corée du Nord qui se mettrait subitement à défendre la liberté d'expression dans le monde. Alors donnez-moi une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il y a une potion magique qui rend les gens soudainement sensibles à la souffrance d'autrui? Cette potion magique, c'est quoi? La philosophie des Lumières? Le christianisme? De simples idées peuvent-elles produire des révolutions historiques d'une telle ampleur? L'enjeu de cette question est énorme. On a tous envie de changer le monde, le rendre plus juste, plus écologique, plus égalitaire, plus pacifique. Fallait voir, imagine notre espoir, qu'on laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, jasmin, lilas, lilas, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Ouais, je suis pas sûr que les bons sentiments ce soit suffisant. Si on écoute le journaliste Éric Zemmour, alors l'abolitionnisme serait le résultat d'une forme de supériorité de l'Occident, blanc et chrétien. Est-ce que c'est vraiment le cas? Toutes les civilisations ont été esclavagistes, depuis l'aube de l'humanité. Les Grecs qui ont inventé la démocratie étaient esclavagistes. Et que l'esclavage, c'est vraiment général. Ce qui est exceptionnel, c'est l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est uniquement dans le monde chrétien. Effectivement, l'abolition a eu lieu en Occident chrétien, et ça, c'est un fait historique indéniable. Mais est-ce que c'est dû, comme le sous-entend Zemmour, à une supériorité morale de la culture occidentale chrétienne sur les autres cultures? Ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo, c'est que les facteurs décisifs qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage sont complètement indépendants de la morale et de la justice. Ces facteurs correspondent aux intérêts économiques et au développement de la technique. Il semblerait en fait que l'esclavage ne soit pas si rentable que ça. Et on va voir pourquoi. Ça paraît paradoxal. Comment concurrencer de la main-d'œuvre gratuite, corvéable et exploitable jusqu'à la mort? Eh bien justement, il semblerait que le capitalisme ait inventé beaucoup mieux que ça. Cette idée selon laquelle ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde, mais les rapports matériels de production entre les classes sociales, c'est ce que Marx appelle le matérialisme historique. Karl Marx est un philosophe, historien, sociologue, économiste et journaliste allemand au XIXe siècle, et son ouvrage principal, c'est Le Capital, qui va devenir le texte de référence de tous les révolutionnaires communistes. Mais attention, ne faites pas d'anachronisme, il meurt 34 ans avant la révolution bolchevique en Russie, donc ce qui s'est passé là-bas n'a pas grand-chose à voir avec lui, et encore moins avec sa théorie. L'un des concepts fondamentaux de sa théorie, je vous disais, c'est le matérialisme historique. Le terme matérialisme ne doit évidemment pas s'entendre ici au sens où on l'utilise dans le langage courant, aimer l'argent, le bling-bling, pas du tout, c'est pas du tout ça. Le matérialisme, c'est un courant philosophique qui soutient qu'il n'existe rien d'autre que la matière. Si vous voulez, c'est le courant le plus proche de la science. La grande majorité des scientifiques aujourd'hui ne croient pas qu'il existerait un esprit détaché de la matière. Mais le terme matérialisme est ici plus précis. Il désigne l'idée selon laquelle c'est le mode de production économique qui produit nos idées et non l'inverse. En bon scientifique, Marx affirme que tout est issu de la matière, même votre conscience. Et même les idées
que vous avez dans la tête en ce moment. Pour simplifier, si vous voulez, les idées dominantes dans la société sont toujours les idées de la classe dominante, les idées qu'elle a intérêt à promouvoir. Je vous donne un exemple simple avec lequel je pense que tout le monde sera d'accord, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Le philosophe Aristote écrit la chose suivante. L'esclave est un outil inanimé et l'outil est un esclave inanimé. Pour Aristote, il n'est pas choquant de comparer l'esclave à une sorte d'outil vivant. Aristote. Et pour Platon, c'est pas mieux. Il est naturel selon lui que les barbares, ceux qui ne sont pas grecs, soient les esclaves des Grecs. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de juger moralement ces philosophes, parce que personne à leur époque n'a eu l'idée d'envisager une société sans esclaves. Donc ce serait complètement anachronique et idiot de les juger. Ne faisons pas trop les malins, si on était né il y a 25 siècles à Athènes ou partout ailleurs dans le monde, nous penserions exactement la même chose qu'eux. Mais revenons à Marx. Ce qu'il veut nous faire entendre, c'est qu'Aristote et Platon ne philosophent pas sur la Lune. La philosophie ne tombe pas du ciel, mais au contraire, elle dépend étroitement des rapports de force entre les classes sociales. La société grecque est tout entière structurée à partir de l'exploitation d'une classe d'esclaves qui permet à Platon et Aristote de pouvoir philosopher tranquillement du matin au soir. C'est ça le matérialisme historique. On analyse les idées à partir des conditions matérielles dans lesquelles ces idées ont vu le jour. Non seulement à partir des rapports de domination et d'exploitation, mais aussi en analysant les conditions techniques de production économique. En effet, si la société grecque exploite une classe d'esclaves et non pas une classe d'ouvriers, c'est d'abord lié à son degré de développement technique. Ça n'a pas grand-chose à voir immédiatement avec la morale. Voilà ce que dira Marx à ce propos. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. Marx, l'idéologie allemande. Le suzerain, c'est le seigneur qui exploite un serf, c'est-à-dire un serviteur. Et puis le développement technique nous permet de passer à l'ouvrier, qui est plus libre que le serf. Mais ce n'est pas la pure morale qui permet de passer du féodalisme au capitalisme. C'est encore une fois le degré de développement technique des forces de production. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Alors certes, vous allez me dire, il peut y avoir des individus exceptionnels dans l'histoire qui parviennent à penser contre leur époque. Oui, c'est vrai. Mais ce qui fait que les gens vont adhérer à cette idée, ce qui fait que cette idée va se répandre et devenir dominante, c'est la rencontre entre l'idée et un intérêt économique. Marx est un philosophe du soupçon. Quand il voit émerger une nouvelle idée dans le débat public, il se demande toujours à quoi elle sert, à qui elle profite finalement. Prenons par exemple ce qu'il appelle l'idéologie des droits de l'homme. Certes, l'idéologie des droits de l'homme issue de la Révolution française représente un progrès, c'est vrai. Mais Karl Marx va montrer qu'elle est plus souvent destinée à masquer les inégalités réelles entre les hommes. On déclare que tous les hommes sont égaux en droit pour mieux produire des inégalités dans la réalité. Les droits de l'homme produisent une liberté et une égalité abstraites pour mieux recouvrir une réalité concrète, terriblement inégalitaire et aliénante pour la majeure partie de la population. Jetez un coup d'œil sur l'exploitation des hommes et des femmes et des enfants dans les mines au XIXe siècle, on n'est pas très loin de l'esclavage pur et dur. Et tout ça après la Révolution française et la proclamation des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'ont finalement pas changé d'un iota les conditions de vie de l'ouvrier. Et on peut même dire que sa condition a empiré au XIXe siècle. Éboulement vite. Le maximum sur le caillou là. Voilà. Encore ces maudits boisages. Je vous avais prévenu. Et vous voulez vous mettre en grève parce qu'on vous force à boiser plus solidement? Et qui va payer les pots cassés en attendant? La compagnie, bien sûr. Les droits de l'homme ont pu aussi servir de façade pour justifier le pire des colonialismes. Pensez par exemple à Jules Ferry quand il cherche à justifier le colonialisme. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est ce que Marx appelle l'idéologie.
Le pouvoir dominant va promouvoir certaines idées à travers les médias, la littérature, mais aussi le cinéma, qui vont justifier les rapports économiques de production et les inégalités de classe qui en découlent. On voit ça assez bien dans la série Snowpiercer. L'idéologie de la classe dominante, celle de Wilford, consiste à faire croire aux sans-billets que dans des conditions de survie, l'ordre doit prévaloir sur l'égalité et que les revendications égalitaires sont en mesure de produire un chaos capable de menacer la survie de l'ensemble du train. Au début, le temps a changé. Les derniers jours du grand gel, les gens fortunés se sont réfugiés dans l'arche. Ici, il y a ceux qui possèdent et ceux qui souffrent. L'ordre sera rétabli. L'idéologie permet ici à la première classe, la classe dominante, de maintenir ses privilèges tout en évitant de tomber dans un rapport de force permanent avec les sans-billets qui, à long terme, lui seraient défavorables. Alors vous allez me dire que dans l'histoire, il y a bien des voix qui se sont fait entendre contre l'esclavage. Effectivement, il y a eu des critiques morales de l'esclavage, mais jamais de revendications politiques abolitionnistes jusqu'au XVIIIe siècle. À une exception près, c'est celle de l'abbé Smaragde au IXe siècle, mais personne ne l'a jamais écoutée. Dans l'Antiquité, ceux qui sont allés le plus loin, ce sont les stoïciens. On trouve notamment ceci chez Sénèque dans la lettre 47. « Songe donc que cet être que tu appelles ton esclave est né d'une même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi. Tu peux le voir libre, il peut te voir esclave. » On trouve également des idéaux universalistes et égalitaires dans le christianisme. On pense par exemple à la fameuse citation dans Galates « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni maître, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Mais à aucun moment saint Paul qui écrit ce texte ne remet en question l'esclavage, au contraire même, il a plutôt tendance à maintenir les rapports de domination en place, et je vous mettrai les textes dans la description. Et d'ailleurs, concrètement, après la conversion de l'Empire romain au christianisme, on ne remarque aucune amélioration du sort des esclaves, qui, rappelons-le, étaient soumis au pouvoir de vie et de mort du chef de famille. Alors certes, il y a eu des prises de position morales, notamment chez certains papes qui sont incroyablement progressistes, et que l'on retrouve d'ailleurs dans aucune autre religion à l'époque, mais le plus souvent, cela n'a pas d'effet politique conséquent, et ce n'est pas suivi d'un véritable mouvement abolitionniste. Vous avez par exemple la lettre Veritas Ipsa du pape Paul III le 2 juin 1537, qui servira très certainement à Las Casas dans sa controverse de Valladolid, où il défend les Indiens contre la terrible violence des conquistadors espagnols. Bref, il existe des condamnations morales de l'esclavage dans l'Église, mais il faudra attendre le siècle des Lumières pour qu'une pensée authentiquement abolitionniste puisse voir le jour. Et d'ailleurs, il faudra attendre 1839, c'est-à-dire bien après le traité d'abolition de la traite de 1814 et après l'abolition anglaise de 1833, pour que la traite négrière soit explicitement condamnée. Et cela presque 4 siècles après que cette même traite ait été légitimée par le pape. On peut donc difficilement affirmer que le christianisme a joué un rôle important dans l'abolition de l'esclavage. Il faudra attendre le siècle des Lumières pour assister à une véritable prise de conscience. Les critiques deviennent de plus en plus fortes avec Montesquieu, Voltaire, et puis elles s'accentuent avec Rousseau et Kant, pour finalement se transformer en véritable revendication abolitionniste avec Paine et Condorcet. À partir de là, on n'est plus simplement dans la déploration morale, mais dans un véritable combat politique contre l'esclavage. Mais du coup, est-ce que cela ne contredit pas quand même le matérialisme historique de Marx? Est-ce qu'on n'a pas les preuves ici que les idées philosophiques des Lumières ont permis enfin de changer le monde? Vous allez voir que les choses ne sont pas si simples. Beaucoup d'éléments laissent à penser que ce sont les intérêts économiques qui rendent possibles ces nouvelles idées plus égalitaires. Un détail peut-être peut vous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas un hasard si l'Angleterre, le royaume du capitalisme, va devenir le fer de lance de la lutte abolitionniste. Il y a également convergence entre des intérêts politiques. L'Angleterre a perdu ses 13 colonies avec l'indépendance des États-Unis. Et du coup, elle ne pouvait tolérer que d'autres puissances comme la France continuent de retirer des bénéfices de leurs colonies esclavagistes. De plus, il y a également un intérêt géostratégique. En devenant le gendarme des mers contre l'esclavage grâce à la Royal Navy, l'Angleterre peut asseoir son hégémonie sur le monde. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous recommande le livre Capitalism and Slavery de Eric Williams. D'un point de vue strictement économique et sur le long terme,
L'esclavage n'est pas très rentable finalement, même s'il peut permettre à certains de s'enrichir rapidement. La plupart des penseurs libéraux de l'époque, c'est-à-dire des penseurs qui n'ont pas la réputation de se soucier des inégalités, la plupart de ces penseurs étaient contre l'esclavage, car ils considéraient qu'il n'était pas rentable. On retrouve par exemple cette idée chez Adam Smith. L'expérience de toutes les époques et nations me porte à croire que l'ouvrage fait par des hommes libres revient en définitive moins cher que celui exécuté par des esclaves. Et on a également son disciple John Millar qui dira « Aucune conclusion ne paraît plus assurée que celle-ci, que les hommes déploient communément plus d'activité lorsqu'ils travaillent pour leur profit personnel que lorsqu'ils sont forcés de travailler pour le profit d'un autre. » En 1778, John Millar vous explique déjà les vertus de l'ubérisation. C'est bien plus rentable d'autonomiser le travailleur. Plus besoin de le nourrir, de le loger, et même plus besoin de le surveiller. Il se surveille lui-même, car il gagne en fonction de ses efforts. Plus le cycliste Uber pédale vite et longtemps, et plus il gagne, et c'est bien plus rentable. En réalité, le patron ne gagne rien à priver quelqu'un de sa liberté. Au contraire même, ça représente un coût économique énorme. Comme disait l'historien Marc Bloch avec plein d'ironie, « De tous les élevages, celui de l'homme est le plus délicat ». Et on voit ça très bien dans Astérix. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, je leur ai promis de les affranchir, mais comme j'ai pas l'autorité... Tu as promis aux esclaves de les affranchir? Et il les a payés! Et il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun! Quoi? Ah bah, sans ça, on se battait. Laisse-moi faire. Esclaves! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. D'une aire, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Et on prend! Et c'est de l'esclavage! Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non, je suis sénateur. Imaginez un peu les coûts de la traite négrière. Il faut aller en Afrique, payer des Africains pour qu'ils capturent des esclaves, ensuite les mettre dans des bateaux avec des pertes humaines considérables durant la traversée, surtout du côté des esclaves évidemment, mais également du côté des marins. Ensuite, l'achat d'un esclave représentait un investissement énorme pour le propriétaire de la plantation, avec le risque qu'il meure ou qu'il se sauve avant d'avoir rentabilisé cet investissement. Bref, on devine facilement que l'ouvrier autonome, qui vient travailler librement du matin au soir, représente en réalité une alternative intéressante pour le patron. Ces changements sociaux interviennent également à un moment où le travail nécessaire devient un travail qualifié dans des manufactures. Un esclave représente toujours une menace, car il peut détruire l'outil de travail. Et d'ailleurs, le rôle des esclaves dans l'émancipation doit être souligné ici. Les actes de résistance et parfois de révolte des esclaves constituent une menace permanente pour les maîtres. Et on a par exemple la révolte de Saint-Domingue en 1791 qui va devenir une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les esclavagistes du monde. Jetez un coup d'œil sur cette carte de révolte des esclaves et ça va vous donner une petite idée de l'ampleur du phénomène. Un autre point important, l'ouvrier, lorsque vous n'avez plus besoin de lui, vous n'êtes plus obligé de le loger, de le nourrir ou de le surveiller, contrairement à l'esclave qui représente un investissement financier. Voici ce que dira Engels là-dessus. L'esclave est vendu une fois pour toutes. Le prolétaire doit se vendre lui-même chaque jour. L'esclave est propriété d'un seul maître, et il a de ce fait une existence assurée, aussi misérable soit-elle. Le prolétaire est esclave non d'un seul maître, mais pour ainsi dire de la classe bourgeoise tout entière, et n'a donc pas d'existence assurée, étant donné que personne ne lui achète son travail quand on n'en a pas besoin. Un auteur comme Lamennais ira même jusqu'à affirmer dans un ouvrage de l'esclavage moderne en 1839 que la condition ouvrière était encore pire que celle de l'esclave au XIXe siècle.
Il faut savoir que le travail des ouvriers dans les mines et les manufactures n'avait rien à envier au pire esclavage possible. On y exploite des enfants de 8 ou 9 ans jusqu'à la mort, avec un salaire qui leur permet à peine de se nourrir. Vous commencez à comprendre que l'idéologie du progrès qu'on présente comme l'idéal des Lumières n'est pas aussi pure et désintéressée qu'on peut le croire a priori. Alors évidemment, Marx ne conteste pas qu'il s'agit d'un progrès. Si on regarde uniquement la liberté individuelle, il y a effectivement un progrès. L'ouvrier est libre de travailler. Bon, sauf que s'il ne travaille pas, il meurt. Mais bon, il possède désormais des droits civils et peut se déplacer à loisir sans demander à son maître. Il peut se marier, avoir des enfants. De plus, il faut comprendre que lorsque Marx parle de progrès, ce n'est pas nécessairement une amélioration du sort de la classe laborieuse, mais le fait qu'on se rapproche théoriquement de la libération des travailleurs, c'est-à-dire de la révolution, si vous voulez. En devenant libres, les travailleurs peuvent se réunir, instaurer des syndicats, et ils commencent ainsi à établir un véritable rapport de force. Ce que les esclaves pouvaient très difficilement réaliser. Parce que, on sait bien, la révolte de Spartacus, ça se termine quand même très très mal pour les esclaves. Alors pour conclure cette vidéo, je vais éviter un malentendu. Je ne dis pas ici que les philosophes des Lumières n'ont joué aucun rôle dans l'abolition de l'esclavage. Ils ont certainement contribué à l'émergence de ce mouvement. Mais il ne faut pas croire naïvement que leurs idées sont soudainement tombées du ciel comme par enchantement. Et que, par le plus grand des miracles, des pays esclavagistes comme l'Angleterre ont soudain pris conscience de leurs crimes contre l'humanité. Bien sûr, je crois en la sincérité morale d'un Rousseau, d'un Kant ou d'un Condorcet. Mais au final, c'est toujours la classe dominante qui décide de promouvoir ses idées, et uniquement quand elles permettent de réaliser un profit ou d'empêcher une perte. C'est ce que Marx appelle l'idéologie de la classe dominante. Selon Marx, il y a pourtant un point où tout ça se retourne contre le capitalisme. Il va rentrer en contradiction avec lui-même. En libérant les travailleurs, il réalise plus de profits, mais il leur donne aussi la possibilité de se révolter. En concentrant les ouvriers dans des usines toujours plus grandes, il augmente les profits, mais il leur donne aussi la possibilité de s'unir, c'est-à-dire de combattre le patron capitaliste. En réalisant le libre-échange, il augmente encore ses profits, mais il crée par là même une internationale des travailleurs par-delà les frontières. Il faut bien comprendre que pour Marx, ce sont les conditions matérielles qui produisent des idées. Pour que le capitaliste puisse concentrer autant d'ouvriers dans des usines, il faut produire des idées. Il faut par exemple couper les hommes de leurs terres pour mieux les déplacer, les concentrer dans des usines par milliers. Il faut produire un nouveau type d'homme avec de nouvelles idées, de nouveaux idéaux compatibles avec cette nouvelle société de consommation de masse. Il faut lui implanter cette idée dans l'esprit, que notre niveau de bonheur dépend de l'augmentation de la croissance économique, alors même que cette croissance détruit chaque jour un peu plus la planète et les individus. Une idéologie, c'est un peu comme une religion, nous dit Marx. C'est de l'opium destiné à nous endormir. C'est un système de croyance qui est chaque jour démenti par la réalité, mais qui est nécessaire pour maintenir en place les rapports de domination. Pendant des siècles, la religion a été complice de l'aristocratie. Elle l'a justifiée, la monarchie de droit divin. Le pouvoir spirituel des idées valide le pouvoir matériel, car il a été produit par lui, c'est le matérialisme historique. Aujourd'hui, en Occident au moins, les religions sont fatiguées, elles n'ont plus beaucoup de pouvoir. Mais elles ont été remplacées par une nouvelle religion sans Dieu. Celle, par exemple, de la croissance économique, dont notre salut dépendrait. C'est ce que Marx appelle l'idéologie. Un système d'idées qui va permettre de justifier la conservation des rapports de domination. Le matérialisme historique permet de comprendre le lien intime qui existe entre les intérêts économiques et cette idéologie produite par le système. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Marx? Et n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés à suivre la chaîne Serial Thinker. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.